Et top, c'est parti. C'est parti pour le 7e live avec vous-même. Alors, je sais que les lunettes font des reflets, donc je les enlève au début. Après, je devrais les remettre pour lire. Bienvenue sur ce 7e live avec vous-même. Ce soir, on parle de rejet, la blessure de rejet. La blessure de rejet parce que c'est elle qui a été choisie dans l'événement. Elle était proposée par Margot, je crois. Et elle m'a parlé de la blessure de rejet chez l'enfant. Mais derrière, il y avait la blessure d'abandon qui était proposée aussi. Abandon et rejet, c'est pas la même chose. Techniquement, on ne va pas utiliser même fleur de Pâques, par exemple, pour régler les deux problèmes. Mais la différence, elle est très, très faible. Pourquoi elle est très faible? Pourquoi elle est très faible, cette différence? Parce que ça touche les mêmes choses. Ça touche l'appartenance au clan. On va reparler de transgénérationnel, mais de famille, dans le clan transgénérationnel. Alors, il y a des gens qui ne sont pas OK avec cette théorie, la théorie d'évolution humaine, par laquelle on serait passé par les hommes préhistoriques. Je suis OK avec le fait qu'ils ne soient pas OK. Moi, je travaille avec ça et je comprends que ça marche, donc je continue. Je vais plus que vous parler ce soir. Je vais vous présenter un truc. Bonsoir Caroline, bonsoir Valérie. Je vais vous présenter quelque chose que je présente à chaque fois quand je fais mes présentations de formation transgénérationnelle, mais aussi quand je fais mes présentations en décodage biologique ou dans la TEFT, thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle, puisque c'est comme ça que j'appelle ce que je fais. De la thérapie qui va guérir vos émotions, vos liens familiaux, les relations, et vos liens avec vos ancêtres en transgénérationnel. Je travaille sur ces 3 plans parce que le problème que vous m'apportez, le rejet, par exemple, on va parler de ça ce soir, est câblé sur ces 3 plans à différents pourcentages. Et ça va être à nous, en séance, de déterminer quel pourcentage il y a. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je vais tenter un truc. C'est une première et je ne peux pas le faire. Mince. Je voulais partager quelque chose. Je ne peux pas le faire d'ici. Eh bien, je ne partagerai rien. Ah, en direct, c'est les aléas du direct, comme on dit. Quoi que je clique, modifier la publication. Modifier. Ah, quand se poster des trucs. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas modifier, donc eh ben, je ne vais pas pouvoir vous le partager. Je suis déçu parce que j'aime bien vous montrer ça. Il va falloir que je vous le fasse en direct. Tant pis, vous aurez les images dans votre tête. C'est un PowerPoint en fait que j'ai fait pour présenter ma vision des choses. Alors je vous la fais. Vous allez fermer les yeux et puis vous allez imaginer qu'on est il y a 3 millions d'années en arrière. Il y a 3 millions d'années en arrière, l'homme préhistorique devient homme. Selon les scientifiques, c'est à peu près à cette période. On n'est pas à quelques centaines d'années près, ni milliers, je pense, à 3 millions d'années. Et l'homme préhistorique devient préhistorique. Bonjour Sylvie. Il devient préhistorique, pardon, il devient homme. Il devient homme simplement parce qu'il commence à utiliser des rituels pour ses morts. C'est à ça que l'être humain a été considéré être humain. Avant, il était encore animal. Bref, vous savez qu'à l'époque de l'homme des cavernes, il vit, comme son nom l'indique, dans des cavernes. Mais il ne vit pas tout seul dans une caverne, il vit en clan. Il vit en clan pour une histoire de survie. Toute bête.
c'est qu'à l'époque de l'homme préhistorique, il y a 3 millions d'années, il y a beaucoup, beaucoup de prédateurs dans la nature. Et l'homme n'est pas équipé en tant que prédateur, du tout. Il a des petites dents, il n'a pas de griffes, et il ne court pas très très vite. Il sait un peu monter aux arbres. Mais ce n'est pas sa spécialité, le prédateur. Il doit chasser pour manger. Donc, pour arriver à chasser, pour arriver à manger, donc pour arriver à survivre, il doit se grouper en clans. Et c'est parce qu'il se groupe en clans qu'il a besoin de son clan pour survivre. Mais on va descendre dans la profondeur du clan. Un premier clan que vous connaissez, vous avez tous connu, j'espère, c'est votre famille, vous et vos parents. Ok, alors imaginez-vous petit bébé d'homme préhistorique. Quels sont vos besoins vitaux, dans le sens où si vous ne les avez pas comblés, merci. Si vous ne les avez pas comblés, vous allez mourir. Quels sont ces besoins vitaux que vous avez devant votre mère? Qu'est-ce que votre mère doit vous donner pour que vous surviviez à l'époque de l'homme des cavernes? C'est quoi votre besoin vitaux? Je vous écoute dans le chat. Enfin, je vous lis. Je n'ai pas mes lunettes, mais j'y arrive encore. Allez, vous avez 3 secondes. De quoi l'homme, le bébé préhistorique, a besoin pour survivre venant de sa mère? 2 choses. Il a besoin de 2 choses. Allez, 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 allez. On prend son petit clavier, ses petits doigts, on lâche ses disques apéro, et on y va. Rien du tout. Bon, vous êtes sec. Nourriture, protection. Ah, eau. Bien, ça déclenche. Nourriture, protection, je suis d'accord sur la moitié. Eau, non. Pardon Sylvie, mais la mer, elle n'apporte pas l'eau. La mer, elle apporte nourriture. On reviendra sur protection après, Valérie, mais la mère, elle doit nourrir. Son rôle, c'est nourrir l'enfant. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Ok? Ce n'est pas les steaks que ramène le père qui vont nourrir le bébé. Ça ne marche pas. Non, ça passe par le lait de la mère. Elle doit nourrir l'enfant. Il y a autre chose aussi qu'elle assure, c'est Allez, un petit effort. Non, toujours pas. Attends, vous êtes nombreux quand même. Pourquoi vous n'y arrivez pas? La chaleur. La mère doit réchauffer l'enfant. Parce que dans la grotte de l'homme préhistorique, en Europe, puisqu'on est en Europe ou en Afrique en période d'il y a 3 millions d'années, mais il fait froid. Il fait froid et l'enfant va mourir s'il n'est pas réchauffé. Donc la mère donne nourriture et chaleur. Ok. Ce n'est pas nourriture et chaleur comme aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui la mère ne nourrit pas et si elle ne réchauffe pas, ben, tant pis, il y a le chauffage et puis il y a les maternisés. Bon, à l'époque, il n'y a pas ça. Si l'enfant n'est pas nourri par sa mère, il meurt. C'est un besoin vital. Ok? Alors maintenant, la grande question. Qu'est-ce qui ferait que la mère ne nourrit pas son enfant? Pour quelle raison? Ou plutôt, pour quelle raison elle va le nourrir, cet enfant? Roulement de tambour, vous avez encore 3 secondes. Elle va le nourrir parce que... Allez, 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 une petite réponse. Ah, il n'y en a pas en bas, pardon, j'ai sûrement pas vu. Alors, il y a Caroline qui a dit amour. Et bien, Caroline, c'est gagné, même si c'était la question précédente. La mère ne va pas nourrir son enfant si elle ne l'aime pas, tout simplement. Donc, pour avoir de la nourriture et de la chaleur, l'enfant doit être aimé par sa mère. Et si vous êtes petit homme préhistorique, que votre mère ne vous aime pas, elle va vous poser dans un coin de la grotte et vous allez mourir de faim ou de froid. Donc l'amour, c'est un besoin vital. L'amour de maman, pardon, c'est un besoin vital pour
l'homme préhistorique. Et ça depuis 3 millions d'années. On s'arrête de parler de l'homme préhistorique il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, ça se compte pas en milliers d'années. On est d'accord. Donc, pendant près de 3 millions d'années, l'inconscient de l'être humain qui va évoluer, qui va grandir, qui va passer de l'Homo sapiens à tout le reste, je ne vous fais pas le détail, va enregistrer que si maman ne m'aime pas, je meurs. Sylvie, oui, le bébé a besoin d'attention, mais plus que ça, il a besoin d'amour. Donc, là, vous connectez bien la blessure de rejet. Si l'enfant n'est pas aimé, il a dans son programme quelque chose qui lui dit qu'il va mourir. Mourir. Si je ne suis pas aimé, je ne suis pas nourri, je vais mourir. Je ne suis pas réchauffé, je vais mourir. Ok. Si c'est mon frère qui m'aime, il a 10 ans de plus que moi, il va me réchauffer. Oui, mais il ne va pas me mourir. Il va pas me nourrir. Si c'est ma sœur, c'est pareil, elle a 10 ans de plus, mais elle ne va pas me nourrir, elle n'est pas en capacité, ce n'est pas une mère. Ok. L'amour de maman est primordial pour survivre. Bien, on a vu maman. Côté papa, de quels besoins vitaux il attend de son père? Qu'est-ce que son père doit remplir comme besoins vitaux pour que l'homme préhistorique, le bébé préhistorique, survive? Attention, il y en a plusieurs. Le rôle du père est un peu plus compliqué. Compliqué dans le sens où il est plus complet, et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, il se plante plus. Sylvie dit sécurité. Oui, c'est le premier niveau. Si l'homme préhistorique ne protège pas son enfant, je ne sais plus qui disait tout à l'heure en premier lieu nourriture et protection, c'est Valérie, pour la mère n'assure absolument pas la protection, ce n'est pas son rôle. Elle nourrit et elle réchauffe. Le père, lui, oui, il assure la protection. Physiquement, c'est lui qui peut assurer la protection de l'enfant, donc c'est lui qui va l'assurer. S'il n'assure pas la protection, eh ben, il va se faire manger. Bah oui, il y a des loups, il y a des tigres, il y a plein de choses qui vont manger les petits-enfants qui ne sont pas protégés. Ce n'est pas le grand méchant loup, c'est la réalité de l'époque. Okay, et ça va durer 3 millions d'années. Pourquoi le père assure la protection de cet enfant? Qu'est-ce qui fait que ce père va assurer la protection de cet enfant? Pourquoi ce père assurerait la protection de cet enfant? Qu'est-ce que cet enfant, si je formule différemment, a besoin pour être sûr d'avoir la protection de son père? Survie de l'espèce. Sylvie Barrault, je suis d'accord avec survie de l'espèce, mais ça, c'est le programme interne auquel on obéit. Je fais une petite pause, petite parenthèse survie de l'espèce. On est tous guidés par un programme interne de survie de l'espèce. Tous, on est conçus biologiquement pour se reproduire. Pourquoi? Pour que l'espèce perdure. Okay. Si on ne se reproduit pas, on n'obéit pas au programme de survie de l'espèce. D'accord? Tous les êtres vivants, hein, les plantes, les arbres, les animaux, tous les êtres vivants sont sexués de façon à pouvoir se reproduire pour que l'espèce survive. C'est normal, c'est fait comme ça. Chez nous, dans notre société, aujourd'hui, il y a d'autres contraintes. Lola nous dit qu'il a besoin de son attention, son amour. Mieux que ça. Mieux que ça. Le bébé de l'homme préhistorique a besoin de la reconnaissance de son père. Si le père ne le reconnaît pas comme son enfant, dehors. Je ne te veux pas, tu n'es pas mon enfant. Pourquoi moi, je
prendrais des risques pour te protéger si tu n'es pas mon enfant. Donc, l'enfant a besoin d'être reconnu par son père. Et parce qu'il est reconnu par son père va pouvoir le mettre en sécurité. Son père va pouvoir le mettre en sécurité. Ce n'est pas dit qu'il le fasse, hein, mais s'il n'est pas reconnu, déjà, c'est mort. Donc, être reconnu, ça veut dire, tu es mon fils, tu fais partie de mon clan, tu as une place. Je te donne donc une identité. Dans ce clan, je vais assurer ta sécurité, tu auras une place et une identité. Magique, les trois à la fois. Après, il y a d'autres niveaux où le père va devoir donner de la valeur à son fils. Ok. La mère doit donner de l'amour. Sinon, l'enfant se sent en danger de mort. Le père doit donner de la reconnaissance. Sinon, l'enfant se sent en danger de mort. Et l'expérience de tous les êtres humains qui sont passés par ces stades-là, qui n'étaient ni aimés ni reconnus, a fait que, aujourd'hui, notre cerveau reptilien, archaïque, fonctionne toujours avec ce système-là. Toujours. Aujourd'hui, votre cerveau fonctionne de la même façon. J'ai besoin de l'amour de maman pour survivre et j'ai besoin de la reconnaissance de papa pour survivre. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour survivre, on est encore dans ce système-là. J'ai une petite théorie. Alors pourquoi son fils Valérie? Parce que sa fille, c'est pareil, c'est un enfant. Pardon, pas de ségrégation de genre. Ok? On parle de l'être humain. Il est masculin, l'être humain, donc son fils. Pourquoi ça dure encore chez nous aujourd'hui? Pourquoi on est encore dans ce besoin que papa nous reconnaisse et que maman nous aime pour ne pas se sentir rejeté? On est sur le rejet, hein, on est sur la question de Margot au départ, rappelez-vous. Hein. 3 millions d'années. Ça fait 3 millions d'années que ça dure. Ou en tout cas, ça a duré 3 millions d'années. Parce que, tiens, une question drôle. À partir de combien de temps ça fait combien de temps, c'est plutôt ça la question, ça fait combien de temps qu'on peut vivre, nous, en Europe, tout seul, dans une cabane, au fond des bois, sans risquer de mourir, on va dire, plus rapidement que notre biologie le permet? Combien d'années de tranquillité on a eu sans être dans la survie? Donnez-moi un chiffre. Ça fait combien d'années? En centaines d'années, hein. On arrondit, on y va. Ça fait combien de centaines d'années qu'on est en pleine sécurité si on vit dans une cabane au fond des bois, où on ne risque rien? Vous avez 2 secondes. 3 chiffres sur un clavier, spontanément. Allez, donnez-moi une réponse. Combien ça fait d'années qu'on est en sécurité? Qu'on vit en sécurité, qu'on n'a pas à s'occuper des ours, des loups, des bandits de grand chemin, de tout ce qui peut mettre fin prématurément à notre vie. Ok? Combien d'années? J'ai peut-être un chiffre qui apparaît. 500 ans pour Sylvie. 500 ans. Ok. Alors, 500 ans, ça fait 1500. Ça fait avant le Moyen-Âge. Donc, en 1500, tu peux vivre toute seule dans ta cabane sans risquer ni les ours, ni les loups, ni les bandits. Optimiste. Lola dit 200 ans. Alors, j'ai arrondi pour me simplifier le calcul et pour simplifier la compréhension. Si on prend 300 ans, ça vous va? 300 ans, 1700, on a passé le Moyen-Âge, on est un petit peu plus évolué. Allez, on est sympa, on est 300 ans. 300 ans sur 3 millions d'années. Notre inconscient archaïque d'être humain a 3 millions d'années, et ça fait 300 ans qu'on est en sécurité. Ouais, c'est pas mal, 300 ans. Ok. Maintenant, faites le rapport. Ça fait 1/10 millième du temps passé
a évolué, qu'on est en sécurité. Un demi-millième, ça fait quoi? Et je vous ai fait le calcul. Si on ramène ces 3 millions d'années à 1 an, on dit que 3 millions d'années, c'est 1 an, d'accord? 3 millions d'années égale 1 an. 300 ans, ça fait combien de temps d'après vous? Un demi-millième de 1 an? Eh bien, ça fait 52 minutes. Ça veut dire que ça fait 52 minutes que nos inconscients sont en sécurité, alors qu'ils ont passé 364 jours, 23 heures et 10 minutes en survie. Survie totale. Si je n'ai pas le ventre de maman, je meurs. Si je ne mange pas, je meurs, etc., etc. Et je reviens sur l'etc. Comment vous pensez que nos inconscients ont admis en 52 minutes, après une année complète dans la survie totale, que c'est cool, je suis tranquille, j'ai pas besoin de l'amour de ma mère et de la sécurité de mon père? Non, non, ils sont encore dans ce système archaïque. Et ils vont encore y rester un paquet de temps. Donc accrochez-vous, ça va durer. Ça va durer 52 minutes sur 1 an. C'est ridicule, d'accord? Et c'est pour ça, d'après moi, que nos inconscients archaïques ont toujours autant besoin de l'amour de maman et de la reconnaissance de papa. Parce qu'ils sont toujours dans cette peur de mourir. Et donc, quand maman ne nous aime pas, quand notre maman aujourd'hui, là, en 2018 ou 1980, ou 90 ou 2000, ou n'importe quand, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, quand maman ne nous aime pas, ça vient toucher cette peur archaïque de mourir. Okay? On a peur de mourir, on se sent rejeté. Le rejet, c'est juste la peur archaïque de mourir qui est raccrochée à ce besoin vital de l'amour de maman pour être nourri. C'est terrible, hein? Ouais. Et c'est pareil pour papa. Si papa ne nous reconnaît pas, c'est-à-dire s'il ne s'occupe pas de nous, tout simplement ça, hein. C'est-à-dire si papa travaille beaucoup, parce qu'il veut offrir une belle maison à sa famille, il travaille beaucoup, il rentre très tard le soir, on ne le voit presque jamais la semaine, juste pour un bisou le soir dans le lit et encore pas tous les soirs. Si le week-end, il est tellement fatigué qu'il fait ses activités, tout le samedi, il va courir, faire du vélo, du foot ou je ne sais quoi, et que le dimanche, il se repose encore à la télé, il ne faut pas le déranger parce que c'est le dimanche, eh bien, il ne participe pas beaucoup à la vie et il ne va pas beaucoup nous reconnaître. Il ne va pas beaucoup nous guider. Il ne va pas beaucoup nous accompagner dans la vie et il va beaucoup assurer notre sécurité non plus, parce que de toute façon, il n'est pas là. Je ne parle même pas du papa qui hurle. Je ne parle pas du papa qui élève la voix de temps en temps. Je parle juste du papa qui n'est pas présent. Alors imaginez quand ce père est violent, qu'est-ce que ça fait? Celui qui est censé assurer la sécurité apporte l'insécurité. Comment vous voulez vivre? Comment vous voulez grandir dans ce clan? Parce que là, on parle des enfants. Mais les adultes, retour arrière, 3 millions d'années. Les adultes dans la période préhistorique, ils vivent dans le clan. Pourquoi? Parce que tout seul, je ne peux pas chasser. Je deviens la proie à l'époque. Okay? Il faut que je chasse en groupe, moi, homme. Les femmes doivent s'entraider, se soutenir les unes les autres et garder, on va dire simplement, schématiquement, garder la grotte pendant que les hommes sont partis à la chasse. Okay? Je schématise simplement. Mais c'est du travail de groupe. Aucune famille ne peut vivre seule, peut-être. Aucun homme préhistorique adulte ne peut vivre seul sans son clan. Pas longtemps. Pas longtemps du tout. Soit je chasse et je me fais manger pendant que je chasse, soit je chasse et je me fais manger toutes mes réserves de nourriture dans ma grotte pendant que je chasse, soit je me fais manger ma femme dans ma grotte pendant que je chasse. Mais en tout cas, je ne peux pas. Et comment survivre tout seul et garder moi-même la grotte toute la nuit? Non, c'est pas possible. Il faut vivre en clan.
Ok? On doit être loyal au clan. Pourquoi? Pour ne pas se faire rejeter. Si le clan nous rejette, on est en danger archaïque, vital, on va mourir. On doit absolument obéir au clan pour rester dans le clan coûte que coûte. D'accord? Et ça, encore une fois, depuis 3 millions d'années. C'est-à-dire, si on ramène ces 3 millions d'années sur un an, depuis 375 jours, 23 heures, on fait ça. Ça fait qu'une heure qu'on peut se dire, le clan, je m'en fous, j'étais tout seul dans ma cabane. Une heure, c'est pareil. En une heure, on n'a pas acquis la tranquillité, la sécurité de se dire, ça y est, je ne suis plus en mode survie. Donc, la loyauté au clan et la loyauté à ses parents va assurer la survie. Oui, je dois tout faire pour que maman m'aime. Ça veut dire quelque chose, ça? Hein? Si je ne fais pas ce que dit maman, je n'ai pas son amour. Si à la base, elle ne m'aime pas, ou si elle m'aime sous condition, c'est-à-dire qu'elle ne me donne pas un amour inconditionnel, je suis en danger de mort parce que je ne vais pas être nourri là dans mon cerveau limbique, puisque c'est inscrit depuis 3 millions d'années. Okay? Si papa ne me reconnaît pas, ne me donne pas ma place, ne s'occupe pas de moi, si je n'existe pas à ses yeux, pire, s'il est violent avec moi, juste violent, juste parce qu'il crie, il n'a pas besoin qu'il tape, okay? Je suis en danger parce que je n'aurai pas sa sécurité. Je vais mourir. Donc, pour que papa ne se mette pas en colère, je vais faire absolument tout ce qu'il dit. Je vais être complètement loyal à ces 4 volontés. Je vais m'écraser, je vais perdre mon identité, je vais faire tout ce qu'il dit pour ça. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour que maman m'aime le plus possible, même si elle n'est pas enclin à m'aimer. Je vais donc changer ma personnalité à moi, à l'intérieur, pour rester loyal à mes parents, parce que sinon le programme limbique vient réagir en disant je vais mourir. Si je ne suis pas loyal au clan et à mes parents, je vais mourir. Donc, Sylvie, l'impossibilité de s'opposer au clan nous freine dans notre construction individuelle? Bien sûr. On ne peut pas se construire individuellement si on n'est pas soutenu et aimé par notre clan. Ce n'est pas possible. C'est une des règles. On va faire tout ce qu'il faut toute notre vie pour obéir aux règles du clan sous peur d'être rejeté par le clan, rejeté par nos parents qui sont un clan raccourci. Moi, mes parents, ça fait un clan qui appartient à un grand clan. D'accord? Ce grand clan, on peut l'étendre. Un quartier, une ville, une ethnie, une société, tout ce que vous voulez. Vous pouvez appartenir à 20 clans. D'accord? Si j'obéis ou pas aux règles de l'entraîneur de foot, il met sur la touche. Je suis rejeté. C'est un clan. J'obéis aux règles. Seulement moi, ça ne m'intéresse pas d'obéir aux règles de l'entraîneur parce que je trouve qu'il n'est pas très malin, qu'on peut faire autrement. Ah, eh bien, je vois, c'est parce que si je n'obéis pas aux règles, je vais me faire jeter. Je vire de l'équipe de foot. Si je ne me tiens pas correctement à table, je vais faire honte à maman. Je vais perdre son amour. Donc, je vais tout faire pour me tenir correctement à table. Je vais m'habiller comme elle dit, etc., etc. Ça peut aller très, très, très loin. Ce non-amour du clan va nous mettre en danger. Donc, comme dit Caroline, le clan a des croyances et nous les transmet. Il faut qu'on rentre dans la case pour être accepté. Sinon, on n'est pas comme il attend. Il nous rejette par les critiques, des reproches et autre chose.
Ok. Ça, je vous rappelle, c'est uniquement si vos parents ne vous ont pas aimé inconditionnellement, et là on revient sur la famille, on sort complètement du transgénérationnel, on revient à vous. Si votre mère vous aime inconditionnellement, c'est-à-dire qu'elle vous aime comme vous êtes, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, et tout, tout, elle accepte intégralement ce que vous êtes. Vous avez un amour inconditionnel. Là, pas de souci. Pas besoin de changer votre personnalité pour avoir son amour. Si papa vous reconnaît, vous offre sa sécurité, vous donne une place, une identité, et s'il vous valorise, super. Vous n'avez aucune raison de craindre le rejet. Et même pire, c'est que personne ne pourra vous rejeter parce que votre clan primaire avec vos parents, il est stable. Vous aurez toujours ça, vous êtes en pleine sécurité. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Okay, vous pouvez aller jouer au foot, si l'entraîneur est un con, vous partez. Pas besoin de lui. Parce que si vous n'avez pas eu ça du côté de votre père, l'entraîneur représentant l'autorité va rejouer le rôle du père à qui on doit obéir. D'accord? C'est bête comme chou. Mais pour pouvoir évoluer individuellement, il faut absolument guérir cet amour conditionné que vous avez reçu, quand vous avez reçu de l'amour, parce qu'on ne parle pas des mères qui ne sont absolument pas aimantes. Il faut absolument corriger cette valeur et cette sécurité que vous n'avez pas eu de votre père. Une fois que vous aurez corrigé ça, plus de problème de rejet. Jamais. Puisque vous aurez tout en vous, votre propre valeur d'être. Alors d'être, avec le E majuscule, hein, l'être aimable. Aimable dans le sens bon à aimer. Si maman m'aime inconditionnellement, elle va me donner son amour naturellement. Je vais pouvoir le recevoir et je vais me sentir aimable. J'ai une valeur d'être aimé. Ok? D'être aimé, avec le E majuscule. Si papa s'occupe de moi, s'il fait des choses avec moi, s'il m'accompagne dans la vie, s'il me met en sécurité, s'il m'accompagne dans mes projets, même si ce n'est pas les siens, j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai une valeur sociale. Okay, et dans ce cas-là, je suis en sécurité, il n'y a rien qui peut m'arriver parce que j'ai appris que j'avais de la valeur. Mon père m'a donné ça. On peut avoir, c'est Sylvie qui nous dit, on peut avoir l'impression d'avoir été aimé et en sécurité, pourtant très mal vivre le rejet et avoir l'impression de ne pas être nous-mêmes. Alors, si tu as l'impression d'avoir été aimé, je vais te poser une question que j'ai déjà posée dans le live. Pour que tu aies l'impression d'être aimé, le ressenti d'être aimé, ok? Pas que je sais, ma mère m'aimait. Il faut que ta mère ait comblé tes 5 sens. Je m'explique. Tu es en relation au monde extérieur avec 5 sens. Le goût, la vue, le toucher, l'odorat et l'ouïe. D'accord? Si tu n'as pas ces 5 sens, tu n'existes pas. Tu es en relation avec rien. On est d'accord, hein? D'accord. Bien. Donc, pour que l'enfant se sente en relation complète avec sa mère, il faut que les 5 sens soient comblés par cet amour. C'est-à-dire qu'il faut que maman, on l'ait goûté, donc elle nous ait allaités. Ça se passe généralement assez bien et assez vite. Ce sens-là, il est comblé chez les mamans. Je reviens sur votre question, Caroline. Elle est intéressante. Donc, l'allaitement. Pour moi, c'est ça, combler le goût. Après, ce sens-là, il n'a plus beaucoup de sens, justement. Si maman me dit « je t'aime », je l'entends me dire « je t'aime ». Parfait. Je la vois me dire « je t'aime ». Et si elle ne me prend pas dans ses bras, je ne la sens pas physiquement,
et je ne la sens pas. Ok, je n'ai pas l'odeur. Et rappelez-vous, l'enfant qui tète, il est collé à sa mère. Il a l'odeur de sa mère en permanence. D'accord? C'est animal et archaïque. C'est ce sens-là. Donc, maman dit je t'aime, mais j'ai pas les deux autres. Il y en a que deux. Si maman dit pas je t'aime, oh, pardon, il en reste qu'un. On voit qu'elle s'occupe de nous. On le voit. Elle s'occupe de nous. Mais on ne l'entend pas, on ne le sent pas et on ne la touche pas. Elle ne touche pas non plus. Okay. Donc, pour être sûr d'avoir été aimé, il faut avoir une mère qui nous prend des bras, qui nous dit je t'aime inconditionnellement. Et pas je t'aime si tu es sage. Tiens, tu n'as pas été très sage, je t'aime plus. Sois sage, sinon tu n'auras pas de bisous, etc., etc., etc. C'est des tout petits messages qui vont conditionner l'amour et qui vont faire l'impression d'avoir été aimé, mais pas complètement. Donc, il y a toujours un petit manque. Donc, on a toujours cette blessure de rejet à affronter. Pas eu ma mère pendant une semaine après ma naissance. Ben voilà, pas de contact avec elle. Mais après, oui, sauf l'allaitement. Donc, tu ne l'as pas goûté. Une semaine sans ta mère. Elle n'est pas là. Elle t'a abandonné. Elle t'a pris, elle t'a mis en dehors. Et t'as passé une semaine comme ça. Donc, ton cerveau archaïque de survie s'est mis en route. Maman n'est pas là. Elle ne m'aime pas. Je vais mourir. Il faut retravailler cette période. Guérir ça. Et comme dit Caroline, en se l'apportant soi-même et non en le recherchant chez l'autre. Parce que c'est ce qu'on va faire dans le couple. On va aller chercher chez son compagnon, sa compagne, l'amour inconditionnel de maman que j'ai pas eu et la reconnaissance, la présence, la sécurité de papa que j'ai pas eu. Classique. Classique, et c'est dans le couple qu'on va retrouver les plus grands problèmes, parce que c'est là que ça va ressortir le plus fort, parce que ça parle d'amour, il n'y a que dans le couple qu'il y a de l'amour. Au boulot, c'est pas grave, c'est tous des gens qui sont pas bien évolués par rapport à moi, ça ne m'intéresse pas, leur présence, c'est leur amour. Oui, mais dans mon couple, ça m'intéresse parce que je vis avec cet homme ou je vis avec cette femme et c'est ma relation. Rappelez-vous, le père, il a juste à hurler pour devenir insécuritaire et partant de là, s'il n'y a pas de sécurité, s'il ne crée pas l'espace de sécurité, c'est très difficile d'avoir une place dans le clan, une identité et de la valeur. Et s'il nous hurle dessus pour nous faire apprendre quelque chose, c'est le top du top. T'es nul, tu comprends rien. Alors là, t'es nul, valeur, tu comprends rien, t'es bête. Et en plus, je hurle, pas de sécurité, pouf, terminé. Vous n'avez plus rien. Et pas 36 fois, hein, juste quelques fois. Bien. Et si papa n'a jamais existé, eh ben voilà, pas de sécurité. Si papa n'existe pas, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de valeur. Ça n'existe pas. Il faut avoir eu la chance d'avoir un père substitution qui va suppléer à ce rôle-là, mais s'il supplée à ce rôle-là, il ne va pas la remplir intégralement, donc il y aura toujours un manque. Et ça crée de l'insécurité à l'intérieur. Okay, tout ce que vous me dites, moi j'ai pas eu mon repas avant la première semaine quand j'ai travaillé à l'étranger, pareil. Tout ce que vous racontez, tout ça, c'est des histoires qui ont fait chez le petit enfant qui vient de naître réagir son cerveau limbique en disant « je ne suis pas aimé, je ne suis pas en sécurité ». Voilà. Et toute votre histoire de rejet, d'abandon, d'insécurité, de stress, de tout ce que vous voulez, part de ces deux moments-là. Et il suffit de remonter à ça, de réparer ça pour que ça disparaisse. Et de le réparer correctement. Parce que, pardon, mais je vois beaucoup de gens arriver qui ont fait beaucoup de choses et c'est un petit peu pas efficace. Bref, voilà pour le rejet. Le rejet comme l'abandon viennent de cette peur archaïque de ne plus appartenir au clan, ni de ne plus être aimé par maman ou par papa.
reconnu par papa, et vous basez toute votre histoire là-dessus. Comment on répare? Je lis le commentaire de Sylvie. Je me suis rempli en m'aimant moi-même par un travail initiatique de développement personnel et spirituel, et aujourd'hui, je suis fier d'avoir transmis à mon fils, sauf côté père absent à sa naissance, donc manque. Oui, manque. Mais chez vous, Sylvie, si il a manqué d'un père pour votre fils, posez-vous la question de savoir si votre père était bien présent chez vous d'abord, parce que il y a des chances que vous reproduisiez le système chez votre fils, et votre fils fait juste que exprimer ce que vous avez déjà porté. Comment on répare? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Euh, J'en applique une, moi, où je vais vous faire reconnecter dans votre ressenti physique à ce qui vous a manqué, l'amour inconditionnel de maman, la présence et la sécurité de papa. C'est possible. Et ça marche quand tous vos sens sont remplis, là, à l'endroit où ils n'ont pas été remplis, au moment où ils n'ont pas été remplis. Donc pour ça, on utilise beaucoup d'outils de PNL qui nous font faire des constellations alors, familiales dans le sens famille, hein, parents-enfants, euh, et ça se pratique en groupe et ça marche très, très, très bien. Le groupe permet de recréer un clan, de reconnecter à des sensations physiques qui nous ont manqué, de recréer ce qui a manqué et de remplir les vides, de combler les manques. Donc, de réparer ce qui n'allait pas. Certains l'ont fait, ils en sont contents. Je parle de ça sur mon site web, page Couple et Famille, si vous voulez plus de renseignements. Mais on ne peut pas réparer quelque chose dans son ressenti. Okay, moi, je suis bébé, je nais, ma mère n'est pas là. Je ressens son absence. D'accord? C'est un ressenti, ce n'est pas une histoire psychologique. Je ressens dans mon corps, physiquement, elle n'est pas là. Ou moi, ma mère, elle était là à ma naissance, elle m'a allaité, mais elle ne sait pas dire je t'aime ni me prendre dans ses bras. C'est un manque. C'est un manque physique de ressenti, de contact et d'amour. Donc ça, il faut le réparer. Et on le répare de la même façon, par les mêmes outils, dans le ressenti. Ok? Si ça devient énergétique, spirituel, c'est bien gentil. Je l'ai fait assez longtemps pour savoir que ça ne fonctionne pas et ce n'est pas assez complet. Non, il faut aller dans le ressenti physique et réparer le ressenti physique dans l'instant, là, chez le petit bébé, où ça s'est passé. Et là, ça marche. Bien, je vous laisse. Première semaine, premier mois, on peut prononcer jusqu'à 6-7 ans, tout le temps. Constellation psychogénéalogie. Sylvie Barrault. Ce sentiment de alors Caroline déjà, ce sentiment de rejet d'abandon, jusqu'à quel âge peut-on l'avoir vécu pour en être emprunt? Première semaine, premier mois, encore plus jusqu'à 6-7 ans. Tout le temps. Tout le temps. Toute votre vie. Toute votre vie jusqu'à être adulte. D'accord? Jusqu'à ce que vous ayez engrangé en vous assez d'amour pour être adulte, autonome, indépendant de vos parents, en lien avec eux, mais indépendant d'eux. Ils peuvent mourir, c'est bon, vous avez tout l'amour et tout le soutien qu'il y avait. Effectivement, si dans les premières semaines, les premiers mois, les premières années, c'est encore plus fort, bien sûr. Si vos parents meurent quand vous avez 15 ans, les deux dans une voiture, c'est juste terrible. C'est terrible. Et là, c'est du rejet. Exactement, c'est de l'abandon. Oui, de l'abandon. Vos parents vous ont abandonné, ils sont morts. Okay, votre inconscient ne peut pas traduire ça autrement. Ils vous ont abandonné. Vous êtes abandonné, vous êtes en danger. Et à 15 ans, vous n'êtes pas adulte. Vous n'êtes pas autonome, donc il faut grandir très vite. Donc, il vous manque une partie de sécurité. Donc, etc. etc. Sylvie Baron, j'ai fait une constellation une constellation et psychogénéalogie, c'est très puissant.
Pour moi, les constellations transgénérationnelles sont très puissantes si on revient dans la constellation à ce lien parent-enfant. Okay, si on repasse que dans l'histoire des ancêtres, les drames des ancêtres, ça marche, mais ce n'est pas complet. Et ça ne va pas vous empêcher, vous, de porter la trace de ces ancêtres qui n'ont pas été aimés par leurs parents. Okay, c'est ce que je vais faire quand je fais les constellations en transgénérationnel. Je vais chercher, si on parle bien sûr de rejet dans la problématique, je vais chercher quel enfant n'a pas été aimé, n'a pas été élevé, etc., etc. Je vais travailler le rejet dans cette époque. Gaëlle. Alors Gaëlle, elle écrit, du coup je me sens mal vis-à-vis de mon fils qui est né prématurément et qui est resté 1 mois et demi en néonate. Il ne faut pas sentir mal, Gaëlle. Il ne faut surtout pas prendre la culpabilité en plus du reste. Ok, parce que tout ce qui s'est passé chez votre enfant pendant ce mois et demi, vous avez l'occasion tout au long de sa vie, sans arrêt, à chaque cycle de vie qu'il va faire, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais à chaque cycle de vie qu'il va faire, vous avez l'occasion de réparer ça, d'être présente pour lui et de réparer cette zone-là. Donc, pas de culpabilité, parce que la culpabilité va vous faire disjoncter et vous serez la pire des mères possible. Donc, il s'est passé quelque chose, vous allez le réparer. C'est comme ça que ça marche. Vous avez pris conscience de quelque chose, vous pouvez le réparer. Maintenant, vous allez le réparer pour votre fils. Pas de souci. Tant que vous n'avez pas conscience de ça, effectivement, vous ne pouvez pas réparer grand-chose. Donc, bienvenue. Je vais vous laisser, parce que, encore une fois, on arrive presque à 1 heure. Vous me tenez la jambe pendant 40 minutes. 45 minutes, oh là là. Bien, allez, bonne soirée. D'autres questions, d'autres réponses sur le prochain live la semaine prochaine à 19h30. Rendez-vous pris et on en reparle. À bientôt.